L'ancien utilisateur du Ito Itonomi s'est déjà réveillé il y a 200 ans. C'est Goji et bienvenue dans cette review du chapitre 1092 de One Piece. Alors ce Ouais, chapitre Goji vous a hypé, l'éveil du robot géant à la fin vous a tourmenté. Découvrez ma grosse théorie à ce sujet. Ah, l'éveil du robot géant, il est vraiment passé à côté, hein. Quand tu vois Kizaru qui se fait choper comme une canette, Akainu qui passe pour un livreur de homard qui se fait chier dessus, et Kizaru, bon bah, qui fait pas grand chose, il est vraiment passé à côté, hein. Dans cette vidéo, comment l'ancien royaume possédait une telle énergie et surtout comment le Gomu Gomu no Mi aurait déjà été consommé et éveillé avant Luffy il y a de cela 200 ans. Le chapitre commence avec un retour sur Marie-Joise, la terre de... Ah, on verra. J'espère vraiment qu'il va dire les termes sur Akainu, parce que beaucoup tentent, vous voyez, ça tente des diversions, ça tente de rendre rose la réalité noire de Akainu, alors que... Dieu. Alors non, il n'est pas question de retrouver Imu ou le Gorosei comme ce fut énormément le cas ces derniers temps, mais plutôt de découvrir le Kaoma qui a finalement réussi à escalader Redline. Il se déchaîne sur la Terre Sainte en allant même jusqu'à utiliser son légendaire Ursus Shock, détruisant une énorme partie de son environnement et blessant les gardes des Tenryubito. Akainu apparaîtra quant à lui pour mettre fin à ce carnage et il n'ira pas de main morte, en lui assénant la même attaque qu'il a utilisée contre Barbe Blanche, son fameux Meigu, et lui arrachera vraisemblablement une partie du corps. Ça me fume parce que Oda il aime trop faire du recyclage, il aime trop refaire les mêmes techniques qu'à Marineford. Malheureusement, vous voyez, les techniques à Marineford c'était vraiment impressionnant à l'époque. À l'époque tu dis waouh Magatama, waouh Meigo, mais là tu vas sur Egghead, t'as Sentomaru, c'est une machine à laver, 850 kilos, machine à laver des années 30, hein, qui court et qui fait ski. T'as lui Meigo, il arrive, Kuma, il est encore debout, Kuma il arrive à partir. C'est incroyable. Les amiraux, à l'époque, ils avaient une aura. Voilà pourquoi je comprends pourquoi beaucoup pensent que les amiraux sont bien plus forts que ce qu'ils ne sont réellement. Mais ils avaient une aura, maintenant c'est terminé, hein. Maintenant... Crâne là aussi. Pas seulement, il semble même avoir perdu son pied pendant sa fuite. Il arrive même pas à l'arrêter. Arrête-toi Kuma, il veut l'arrêter, hein. Il veut le fumer, mais hein, Kuma il a dit non. Je peux dire oui, mais non. Il est définitivement dans un état déplorable et on pourrait en venir à se demander comment Vegapunk pourrait bien lui redonner un semblant d'humanité après tous les sévices physiques qu'il a subis. Alors exactement par Plafrod. Heureusement que Garling ne voulait pas venir, hein. Oui, Garling, le chef de Akainu, n'a pas voulu venir. Oui, il l'a envoyé comme un petit chien. Il lui dit va t'occuper de ça. J'ai autre chose à foutre. S'il n'y a rien à... Faut dire la vérité, hein, Garling. Maintenant il parle avec qui? Dragon. Dragon il a dit quoi? Il a dit les chevaliers divins. Une fois que les chevaliers divins seront là, ça va démarrer. Est-ce qu'il a dit une fois que les amiraux seront là? Non. Une fois qu'Akainu sera là? Non. Une fois que Kizaru sera là? Non. Il a dit les chevaliers divins. Et quel boss? Garling. Garling ne calcule pas Akainu. Tiré de cet affrontement en particulier, les interactions autour sont quant à elles beaucoup plus intéressantes. Comment as-tu Xela Goat? Akainu a un léger flashback du moment où il a récupéré Bonnie, capturé par Barbe. Alors, nous avons quelqu'un dans le chat qui tente de chier sur la théorie de Goji. On va te lire. Ce n'est pas possible que quelqu'un l'ait réveillé il y a 200 ans. Le Gorosei dit que le fruit est en circulation depuis 800 ans. Vu que le GM craint autant ce fruit, je doute fort qu'ils aient pas su que quelqu'un l'avait mangé. Ok, donc toi t'es là pour chier sur Goji, quoi. Toi t'es là pour gâcher la fête des gens, quoi. Noir avant l'ellipse. Toi tu t'aimes juste chier sur les théories des gens. Durant mes reviews, on a eu l'occasion de revenir là-dessus plusieurs fois. C'est une dinguerie. On est là, on regarde une vidéo tranquillement, il arrive, il chie sur la théorie de Goji. C'est incroyable. Sur l'importance qu'il pourrait avoir pour la suite. Aujourd'hui, la suite nous est montrée et il semble que le sujet de Kuma ait vite fait été mis sur le tapis. Bonnie voulait déjà, il y a 2 ans, sauver son père. Ça fait donc 2 ans qu'elle se bat pour tenter d'atteindre Egghead et cette détermination, c'est bien une chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est beau de se dire que quand certains ont le rêve d'obtenir le One Piece et l'Aftel, d'autres avaient simplement comme objectif de rencontrer un scientifique sur une île perdue pour sauver un parent. Là où ça devient moins mignon, c'est quand on en vient au Tenryubito. Eh ouais, ils sont là. J'ai failli dire ils sont là les goats. Juste pour chier sur Akainu. Ils sont là les goats d'Akainu. Vous voyez Akainu quand il les voit, il dit quoi? Ils sont là les goats. Vous voyez la réalité d'Akainu. Akainu là, s'il était à ma place, il dirait ils sont là les goats, ils sont là mes chefs, ils sont là mes patrons, ils sont là mes maîtres. Forcément qui dit mal. Mon mar, chut, sale chien. Marie-Joise dit aussi Dragon Céleste. Regardez, il est là le maître d'Akainu. Et ces raclures sont de nouveau de sortie pour paraître encore plus exécrables. Non, Goji, ne sois pas comme ça. Ne les insulte pas de raclures. Ce sont les maîtres d'Akainu. Un petit peu de respect, s'il te plaît, Goji. Qui me le sont de base. Pour cause, eh bien, il nous rappelle à nouveau être à court de provisions. Il crève de faim. Putain, c'est vraiment dommage, les gars, j'espère. Le pire, hein, c'est que je suis sûr que Akainu, il ne mange même pas à cause d'eux. Je suis sûr que c'est tellement soumis que sa bouffe du midi et du soir, il leur donne à eux parce qu'ils ont moins de bouffe depuis le blocage, le blocus. C'est sûr, il est tellement soumis, son propre homard à lui, il le donne. C'est incroyable d'être comme ça.
que vous êtes triste pour eux. Vraiment, moi, ça me fend le cœur. Pas du tout. Par contre, vu comment il parle à Akainu, je dois avouer avoir voulu si fort qu'il pète un câble et qu'il se mette à tous les cramer, tuant un Mais non, Goji, il ne peut pas, parce qu'il est soumis. maximum de Tenryubito avant de Gros disparaître. bâtard. Le mec il accentue. Mais non, Goji, voyons. Dans un monde idéal, oui. Mais dans la réalité, Akainu est un petit chien. Voyons. Il peut pas répondre, il ne va rien faire du tout. Dans la nature, sans Il va tout faire pour récupérer du homard, peut-être. jamais plus qu'il réapparaisse dans One Piece. Là, il serait passé d'un personnage totalement détesté de One Piece à l'un des plus aimés, je crois. Bref, c'est bien beau de rêver. Ouais, c'est bien beau de rêver. En tout cas, Homard, sale chien. contrairement à ce qu'Oda pouvait laisser croire, la destination de Kuma n'a jamais été Marie-Joise. Bien qu'il ait dû escalader la montagne de Redline et s'arrêter sur Marie-Joise pour combattre ceux tentant de l'arrêter, Kuma a échappé à Akainu en s'envolant à nouveau. La seule direction qu'il a pu prendre, c'est celle vers le Nouveau Monde. À l'origine, Kuma se trouvait sur le royaume Kamabaka, qui est positionné dans la première moitié de Grand Line, Paradise, mais le mur de Redline lui avait bloqué la route pendant son envol. Donc, comme je le pensais et je le théorisais à ce moment-là, Kuma va bien en direction du Nouveau Monde et possiblement en direction de Egghead, là où se trouve sa fille. Pourquoi et comment? Alors ça, c'est les questions que tout le monde se pose. Hein. Je pense quand même que... Mais du coup, la fin de Egghead, c'est un bourbier. Hein. T'as Kuma qui peut arriver, t'as le robot, t'as Kizaru, t'as Luffy, t'as Saturne, t'as la marine qui débarque. Et t'as Zoro qui vient de se barrer avec Rob Lucci là. Eh bah. Ça a à voir avec Vegapunk Quelle fin et d'arc de l'ordre fou. de l'éliminer. C'est étonnamment au moment précis où le Cypherpole a commencé leur raid sur Egghead que Kuma s'est activé et a échappé aux révolutionnaires. Quand nous avons la confirmation aujourd'hui que Kuma va en direction de cette même île, Je te jure, Kuma, ça fait 9 mois, il court. Il a un cardio de fou. Kuma, ça fait... Oh, depuis le temps qu'il court. Waouh. il faut avouer que la coïncidence est plutôt troublante. Il faut pas oublier que c'est un cyborg, qu'il a des ordres implantés qui peuvent changer sa personnalité et ses actions d'un moment à l'autre, comme il l'a démontré en protégeant le Sunny pendant l'ellipse après que Vegapunk l'ait programmé pour ça. Peut-être que ce même Vegapunk l'a Je te jure, programmé. c'est quand t'es le... c'est quand t'es le bug. Mais pour revenir sur Egghead, si jamais sa vie venait à être menacée, ou même si sa fille venait à être menacée, chose qui est vraiment le cas puisque à tout moment elle peut se faire assassiner par le gouvernement. Akainu lui-même a à plusieurs reprises dans ce chapitre mis l'accent sur la disparition de sa volonté et son esprit, comme quoi Ne me dis pas qu'il t'a échappé et tu te prétends amiral en chef, c'est très grave de chier sur un homme comme ça. Kainu, il a quoi? 55 ans? C'est ça ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de ta vie à Kainu? Hein? Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? il n'est aujourd'hui plus qu'une marionnette et pourtant il agit quand même de manière assez instinctive. Maintenant, tout porte à croire que le dénouement d'Egghead se fera peut-être et en partie à travers Kuma. Va-t-il sauver les Mugiwara une fois de plus comme il l'a fait sur Sabaody? Vegapunk parviendra-t-il à le récupérer et à véritablement le sauver? Une chose est sûre, c'est le moment parfait pour les retrouvailles entre le père et sa fille qui, rappelons-le, a traversé le monde pour le sauver. Tiens, en parlant d'Egghead, et si on retournait sur l'île du plus grand scientifique, là où un combat... Ah, on y est les mecs, on y est, le combat qui oppose, du coup de Yonko, hein. L'anthologie prend On forme. y est. Je vais vous expliquer ça en détail, mais avant, parlons de cette deuxième partie dans sa globalité. Parlons de Kizaru par exemple, qui nous dévoile une nouvelle façon pour lui d'utiliser son fruit du démon de manière offensive en se téléportant à plusieurs kilomètres d'Egghead. Oda nous montre clairement que Kizaru n'a rien pu faire contre Luffy. Mais oui, on va pas répéter ce qu'on a dit. Et puis de toute façon, demain on en parlera en détail avec la Cross Guild. Soyez présents, demain on va rire, demain il y aura l'horrible Nil, Sunny ou Ken. Mais ouais, effectivement, il a vu un Snake Man sans Haki des Rois. Il a dit quoi? Oh, l'homme qui a battu Kaido. Sérieusement? Sérieusement? Et enfonçant littéralement... Un Snake Man sans Haki des Rois? Ça te pensait un mec qui a battu Kaido? Sérieusement, Kizaru, t'as rien d'autre à nous proposer? vitesse de la lumière sur le fil, empêchant ainsi d'esquiver, de parer son attaque. Quelle Alors horreur. c'est juste trop stylé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une façon vraiment agréable de le voir combattre, lui qui, malgré son pouvoir de Logia, ne l'utilise pas forcément comme une arme de destruction, mais plutôt comme soutien dans ses attaques physiques. Contrairement... Ah ouais, soutien, destruction, mais devant Rayleigh Vieux, t'étais bloqué. Il était bloqué devant Rayleigh Vieux. Il a dit, Rayleigh Vieux, je suis plus faible que toi. Eh oui. Un Akainu qui va invoquer des grosses attaques magmatiques au détriment d'attaques physiques. On peut également le voir tenir très facilement la vitesse pourtant exceptionnelle du Snake Man de Luffy, c'est pas vraiment étonnant, mais encore une fois la scène elle Regardez, coup de pied de Marco, boum, il a dégagé, et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière,
On peut pas me faire le coup du oui, mais en fait, il a fait exprès de se faire dégager par Marco. Parce que ça fait des dégâts. Quand il a dégagé, il a fait une explosion. C'est une explosion, donc il pouvait y avoir des gens à côté. Il détruit du matériel, enfin du matériel, l'infrastructure, le terrain. Donc c'est pas fait exprès. C'est juste que Marco le met un coup de pied, il a dit dégage. T'as rien à faire là. Les airs, c'est mon game. C'est mon domaine, c'est moi qui vole. Toi, tu dégages. Il a dégagé. Vraiment bien. Maintenant, si on met de côté le combat, Kizaru... Donc ça veut rien dire, mais l'autre qui fait reculer Luffy, enfin qui dégage Luffy au loin, il est plus fort que lui. La folie, hein. Dit deux choses très intéressantes. La première concerne Vegapunk. Si on doit le croire sur parole, alors il révèle à Luffy qu'il ne veut pas vraiment tuer Vegapunk et qu'il le connaît depuis longtemps. Alors, je sais pas si la traduction est foireuse ou non, hein, mais ça voudrait dire qu'il ne compte finalement pas l'assassiner et va peut-être même le sauver. Alors, c'est compliqué à dire, la justice de Kizaru... Non, il a fumé Sentomaru. Il a fumé Sentomaru, donc il veut fumer tout le monde pour son camp. Entre le bien et le mal. C'est vraiment le milieu, ce type. Il peut être capable de tout et... J'ai du mal avec ça. Rien à... Avec le Kizaru, il est au milieu, Kizaru, il est pas extrême. Je suis désolé, mais le mec, il est extrême dans la soumission, dans l'obéissance, hein. T'imagines, on te demande de... Le mec, il peut gifler sa mère malade, il peut balayer son père pour Saturne. C'est très grave les mecs, hein. À la fois. On se rend pas compte comme ça, mais c'est très grave, hein. Si c'était Aokiji à sa place, j'aurais forcément tout de suite dit qu'il allait sauver Vegapunk. C'est sans aucun doute. Si c'était Akainu, alors à l'inverse, je n'aurais pas douté de sa détermination à vouloir le fumer. Alors ouais, il a possiblement changé d'avis et... Ouais, c'est ça que il a dit surtout qu'il veut pas le tuer, mais il va le faire, hein. Eh oui, hein. Tu tueras pas Vegapunk. Il gifle sa mère pour tuer Vegapunk. Akainu, c'est sûr, il... Non, vas-y, attaque Akainu. On va le laisser tranquille un peu. Tapé, mais là, c'est mangé. Récupérera York, ce qui constitue une parfaite balance entre accomplir son devoir et écouter son cœur et ses émotions. Voilà pour Vegapunk. La deuxième chose intéressante concerne Bonnie. En effet, Kizaru confirme à 2 reprises connaître Bonnie depuis longtemps, en disant qu'elle a beaucoup grandi et qu'il voudrait éviter de blesser des gens qu'il ne connaît plus qu'il ne l'a déjà fait. Ces dialogues laissent donc sous-entendre qu'il la connaît depuis son enfance, une enfance qu'elle aurait en partie passée sur Egghead, ce qui confirme les dires de Bonnie elle-même, ainsi que ceux de Vegapunk. Au final, c'est d'autant plus dommage qu'ils se retrouvent tous dans un camp différent, parce qu'à l'origine, pour le meilleur ou le pire, ils formaient une sorte de famille, tous reliés par Vegapunk. Ok. Et maintenant, on en vient à l'apparition du Gear 5 qui sera, vous comprendrez pourquoi, le sujet principal de cette review. Comme prévu et sans surprise, Luffy utilise ce son. Eh oui, regardez comment il le chope. Ah là, je pense déjà qu'il commence vraiment sans blague. Hein. Je pense vraiment que là, il a commencé à se chier dessus, Kizaru. Je pense vraiment qu'il a commencé à remplir son froc. Parce que là, on voit qu'il tremble. Hein. Regardez comment il a la tremblote. Qu'est-ce que t'as, frérot? Regardez comment il tremble, regardez. Oh, comment il a chaud. Comment il est en train de se chier dessus. C'était théorique jusqu'à quelques secondes, mais là, c'est... factuel, hein. Regardez comment il tremble. La tremblote, Kizaru. Mon meilleur atout pour combattre l'amiral. Et oui, je suis obligé de le préciser, car encore une fois dans ma dernière review, certains tentaient de me convaincre avec une hargne absolument admirable que Luffy, non, n'utilisera pas du tout le Gear 5. Quoi? Oui, je suis obligé de le préciser, car encore une fois dans ma dernière review, certains tentaient de me convaincre avec une hargne absolument admirable que Luffy, non, n'utilisera pas du tout le Gear 5 contre Kizaru. Mais il a sorti le Gear 5 contre Rob Lucci. Pourquoi il y en a qui ont dit qu'il allait pas sortir le Gear 5 contre Kizaru? Contre Rob Lucci, Flop Gucci. Cette fois-ci, il arrive, il va chier dessus en 2 secondes. Pourquoi ils ont dit qu'il va pas sortir le Gear 5? Car maintenant, il doit pouvoir combattre un amiral sans y mettre toute sa puissance. Bon, les refs, je vais vous dire juste un truc qui va être très simple et qui sera applicable dans quasiment chaque chapitre jusqu'à la fin du manga. À partir du moment où Luffy a utilisé le Gear 5 contre Lucci... Voilà, Goji, bah oui. J'aimerais bien parler aux gens qui ont dit qu'ils n'utiliseraient pas le Gear 5. Je comprends pas trop le raisonnement pour le coup. Il l'utilisera contre n'importe qui ayant un minimum de combativité et représentant un minimum un danger. Ce qui est quand même le cas pour un amiral. Hein. Comme je le disais dans cette même dernière review, l'éveil des fruits du démon fait désormais partie du paysage de One Piece. Ça y est, là, on va y avoir droit à tous les combats à partir du moment où Luffy a lui-même dévoilé le sien. Donc que ce soit du côté des protagonistes ou des antagonistes. Eh oui, regardez. Où Luffy a lui-même dévoilé le sien. Donc que ce soit... Regardez, Trafalgar Law, une technique à Barbe Noire, j'ai pas besoin de sortir l'image. Tout le monde a lu le chapitre, sur l'île du Winner, vous avez tous vu la gueule de Barbe Noire. Vous avez vu comment il était, il en pouvait plus, hein. On dirait qu'il allait clamser. Bon,
tu peux pas faire pareil, Kizaru, sérieusement. Soit du côté des protagonistes ou des antagonistes, l'éveil sera une normalité à laquelle il faudra s'habituer, et donc l'utilisation du Gear 5... Non, faut quand même qu'ils sortent au moins encore une nouvelle technique, parce que là c'est une dinguerie là. Là c'est pas mettre un coup de pied de merde. Bien plus fréquente. De toute façon, tous les gears à partir du moment où ils ont été introduits ont été utilisés par la suite à une fréquence très élevée. C'est un peu comme le haki finalement. Sur l'île des hommes poissons, personne ne l'utilisait à part Luffy, et sur Punk Hazard, Vergo a commencé à démontrer son haki d'armement de fou, pareil pour Doflamingo sur Dressrosa, et ainsi de suite. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous étonner que Luffy utilise ce gear et ne pensez pas qu'il s'agit d'une preuve de faiblesse de sa part de l'utiliser facilement. Au contraire, arrêtez de sous-estimer tous les antagonistes qu'il affronte, que ce soit les Amiro ou les Yonko, bref peu importe. Les enjeux sont bien plus sérieux qu'ils ne l'étaient au début du Nouveau Monde. Luffy affronte désormais les plus puissants ennemis de toute son aventure, faut juste garder ça en tête. Bref, le Gear 5 est une parfaite transition pour parler de cet étonnant événement. Ouais, j'ai pas compris. Pourquoi il y en a qui disent qu'il allait pas le sortir, hein. Même lui le dit, il a sorti contre Rob Lucci, donc bon. À la toute fin du chapitre. Le son du cœur de Luffy, les fameux tambours de la libération reconnus par Zunesha résonnent. Law et Kid, supérieur à Pizarro, Paramaki et Pugitora en 1 contre 1. Ouais, c'est la même merde. C'est la même merde, c'est un groupe. Jusqu'au fin fond de Egghead. Mais malheureusement, il y en a qui se sont bien mieux illustrés. Il y en a qui se sont mangés des humiliations de zinzin. C'est ça le problème. En fait, quand tu regardes bien, celui qui s'est mangé la plus grosse humiliation, bah, c'est Aramaki, Haki des rois mental, et celui qui a fait la meilleure démonstration, c'est Queen contre un empereur. Donc Amiro, on n'est plus en 2012 les mecs. On n'est plus en 2012. Là où sommeille le robot géant antique venant d'une très lointaine période. Et c'est justement les percussions du Gear 5 qui sortiront cette machine de sa torpeur et dont les yeux brilleront à nouveau. Je vais pas dire que j'avais oublié l'existence de ce robot, mais presque, hein. Il faut dire qu'il s'est passé tant de choses depuis son introduction, donc voilà, pardonnez-moi. Donc maintenant, parlons un peu de ce robot et de Nika. C'est normal que personne n'avait calculé le robot. Quand t'as Kizaru qui vient et qui fait le grand en mode il va gifler tout le monde, c'est normal. Par pure conscience professionnelle, je vais vous rappeler brièvement pourquoi ce robot est si important. Là, Oda, il aurait pu terminer le chapitre avec juste Luffy qui le prend comme une canette. Faut être honnête, il aurait pu. Mais je pense qu'il s'est dit, ça fait déjà 3 fois... non, ça faisait 2 fois qu'on avait une fin de chapitre avec Luffy Kizaru. Bon, il s'est dit, je vais pas le faire une 3e fois, donc je mets le robot. Je pense que c'est ce qu'il a dû se dire. Et ça tombe bien pour l'enchaînement des événements. Mais il aurait pu. Il le tient comme une canette, hop, on rigole bien. Mais il manquait de l'attention, il manquait un truc. Important et intriguant dans l'histoire de One Piece. C'est au chapitre 1065 où Oda l'a dévoilé pour la première fois et la narration de ce même chapitre laissait sous-entendre que ce robot venait d'un royaume avec un très haut niveau de civilisation qui existait il y a de cela 900 ans, pardon. Ce royaume qui serait en théorie l'ancien royaume dont parlait Clover et qui aurait été détruit par l'alliance de 20 autres royaumes. Ah ouais. Et qui a fumé Clover, et bah les mecs du GM, ils l'ont giflé. Qui a détruit Ohara. Ces mecs-là, un camp de fous furieux. Hein. Par la suite, le gouvernement mondial. Ce robot est, semble-t-il, resté inactif 700 ans, mais il y a 200 ans, il a escaladé Redline pour attaquer la Terre Sainte de Marie-Joise avant de se retrouver à nouveau à court d'énergie. Si on veut bien nous faire comprendre que ce robot et l'ancien royaume sont liés, un mystère demeure, car Vegapunk ne parvient pas à trouver cette fameuse énergie motrice dont il dépend, le laissant ainsi inerte dans les profondeurs d'Egghead. Pourtant, aujourd'hui, il se réveille au son des tambours de Luffy sans aucune autre explication. Voilà tout ce qu'on sait, ou du moins tout ce qu'on sait officiellement. Maintenant, nous allons passer à la partie théorie, car j'ai l'impression, voire même la certitude, pour être honnête, que Oda nous a dévoilé une très grosse partie de l'histoire de ce robot antique, de l'histoire antique tout simplement, et même de Nika, durant cet arc d'Egghead. Alors, je vous le cache pas, c'est sans doute l'une des théories les plus difficiles à expliquer. Le homard! T'es vraiment une merde, Magellan. Vous le retranscrire ne sera pas aisé, pardonnez-moi, mais je vais utiliser des mots et une formulation des plus simplistes pour bien vous la faire comprendre. Depuis le début d'Egghead, l'énergie et les ressources ont une place très importante dans l'histoire.